Tout d'abord, bonjour à tous. Alors, voilà, pour le coup, on va revenir aux aliments microbiens et à leurs bénéfices, hein, qu'on essaie de montrer ou de démontrer, hein. Mon objectif, voilà, sur cette présentation sera en fait de partager avec vous quelques résultats, hein, quelques données qui sont déjà dans la littérature et qu'on peut aussi, voilà, utiliser et voilà, s'en imprégner au plus profond. Mais mon objectif est aussi de, voilà, de porter aussi un autre regard sur le micro-organisme. Je pense que c'est vraiment stratégique, c'est vraiment important. Ça a été dit aussi en introduction. Et l'idée, c'est aussi de contribuer à ça. Dans un second temps, c'est comment on va réfléchir aussi ensemble à une vraie démonstration aussi de ces bénéfices santé sur ces premiers éléments qui ont été collectés, qui ont été montrés, comment on construit et comment on construit ensemble. Je pense que c'est vraiment stratégique, c'est vraiment très important. Alors voilà, je vais revenir à la base, mais ça a déjà été pas mal présenté, mais ça permet de faire un petit rappel pour commencer la présentation. Vous l'avez dit, on l'a dit, hein, le fromage est un aliment microbien, hein, donc voilà, clairement une matrice visible et un monde invisible, hein, de microbes qui le peuplent. L'idée pour moi sur cette première slide, en fait, était vraiment de séparer ces deux composantes, juste pour montrer à la fois leur intérêt, les plus et à la fois les risques aussi bien identifiés. Une composante biochimique, donc voilà, Sylvie l'a bien présenté aussi ce matin, une complexité rare, voilà, un produit assez unique, qu'est le lait, cette richesse, renforcée aussi par la fermentation, voilà, qui nous apporte aussi d'autres composés, d'autres molécules, voilà, les peptides bioactifs, mais des métabolites produits, les vitamines. Et pour un fromage, ou fromage au lait cru, c'est aussi une fraction microbiologique de micro-organismes vivants, voilà, qui vont aussi pouvoir potentiellement aussi contribuer à la santé, avec des impacts voilà, qui sont encore beaucoup à démontrer. C'est clairement aussi des moins, alors on va continuer pour le coup sur la fraction microbiologique, mais c'est ce risque pathogène qu'on a, voilà, bien présenté et bien identifié aussi au cours des deux présentations. C'est souvent quand on parle de santé ou de nutrition et quand on arrive au niveau du fromage, un aliment qui est présenté comme voilà, riche en lipides, hein, riche en gras et en sel, ce qui est une réalité, mais qu'on va pouvoir peut-être un peu nuancer, notamment sur l'impact des lipides sur la santé. Je vous parlerai un peu de ce qu'est l'effet matrice. Voilà, il y a plusieurs entrées, on a peu de temps et on a choisi quelques-unes, mais voilà, pour montrer cet élément de complexité. Si on va encore un petit peu plus loin et qu'on se ressente encore plus sur le fromage de cru, voilà, une plus-value encore plus importante, c'est, voilà, on l'a bien dit ce matin, hein, voilà, c'est une transformation qui est quelque part un petit peu douce, assez peu processée. Donc par rapport à la qualité de ces nutriments, de ces protéines natives, c'est voilà, une stratégie de préservation aussi voilà, d'aller au plus proche du consommateur avec ces nutriments. Et c'est peut-être encore, voilà, je suis microbiologiste, c'est pour moi encore le plus important peut-être encore, c'est cette diversité microbienne qui est assez unique, hein, qui est vraiment stratégique et qui doit aussi un peu nous aider à construire nos réflexions après en termes de démonstration. Une stat pour illustrer en fait cette diversité-là au niveau des fromages et vous montrer à la fois la complexité, hein. Si on reste sur ces aliments, pour le coup, avec une base laitière, hein, entre un yaourt, un lait fermenté, un fromage au lait pasteurisé, un fromage au lait cru, on va voir cette diversité microbienne qui va augmenter, hein, pour le coup. Ça se caractérise très bien avec nos dernières données de métagénomique. Et là, je vous présente quelques données qui viennent aussi du laboratoire et du projet MetaPioCheese, où on voit très bien cette complexité, cette diversité-là, notamment pour un fromage au lait cru par rapport à un fromage au lait pasteurisé, qui amène quand même un certain niveau de diversité supplémentaire par rapport à un yaourt. Un yaourt, c'est 2 bactéries, hein, donc voilà, c'est quelque chose qui est... On augmente en diversité, mais un fromage, c'est tout un tas d'espèces, au-delà des bactéries lactiques, qui vont être utilisées pour tous ces produits, qui peuvent aussi contribuer. Et pour le coup, il y a un certain nombre de labos qui travaillent sur ces questions-là, hein. Je pense pour Bacterium, avec des beaux résultats aussi à Rennes, hein, avec Gwenaël Jean qui travaille sur les effets, l'impact sur la santé digestive. Des prokaryotes, mais aussi des eucaryotes. Je citerai par exemple juste les levures, hein. Je pense que tout le monde, dans son enfance ou avec les enfants, a consommé de l'ultra-levure, hein. Voilà, c'est un probiotique assez classique pour le coup. Mais pensez bien que dans un fromage, on en consomme beaucoup avec une vraie diversité, et que ça, c'est des choses aussi à comprendre. Derrière ça, je pense que j'aurais pas le temps de le détailler, mais je pense que c'est un point scientifiquement d'intérêt. La question notamment du cocktail, hein, parce qu'on identifie souvent l'impact d'un micro-organisme, ça on sait plutôt bien faire. Voilà, l'approche cocktail pose aussi question, hein, et beaucoup discuté en toxicologie, un peu dans un sens inverse pour voir les effets potentialisateurs, mais quelque part dans un lait cru, c'est une question voilà, que moi je me pose et qui me semble assez pertinente. Clairement, l'origine de cette diversité, c'est les laits crus, voilà, qui pour le coup sont riches en micro-organismes, une diversité assez phénoménale, une variation aussi qui peut être grande dans les halotes, mais voilà, c'est une quarantaine d'espèces dans un lait qui vont voilà, pouvoir contribuer technologiquement, mais qui vont rester après, in fine, aussi potentiellement dans le produit et pouvoir avoir un impact. Je fais une toute petite dégression pour le coup, et voilà.
Pour vous rappeler, quand on parle d'aliments microbiens, et c'est le cas pour le fromage, le premier aliment microbien, en tout cas pour moi, c'est le lait maternel. Il y a une fraction qui n'a pas été trop mise en évidence dans les présentations de ce matin, mais qui me semble très importante, c'est que dans le lait maternel, vous allez trouver des micro-organismes en quantité modeste, 10,2, 10,3, parfois 10,4, mais qui vont avoir un impact assez stratégique chez l'enfant, hein, parce que, imaginez, voilà, on va avoir une conférence sur le microbiote intestinal de l'enfant, la colonisation, bah, c'est une contribution qui est vraiment aussi importante, parce que même en petit nombre, elles vont pouvoir coloniser, contribuer, ou, voilà, et acter de façon plus importante. Voilà, clairement, on arrive dans la vie en dégustant un premier aliment microbien assez rapidement. Alors revenons pour le coup à nos fromages, nos fromages au lait cru. Clairement, ces microbiotes alimentaires, ils sont consommés de façon quotidienne, voilà, notamment de quantités très importantes dans l'alimentation. On va parler de 19, 10, 11, quelques milliards ou quelques dizaines de milliards, voire un peu plus. Toujours en lien avec une matrice fromagère, c'est assez stratégique aussi dans les éléments de démonstration et qu'on doit travailler, creuser, prendre en compte. Et ces microbiotes alimentaires vont arriver en interaction avec le microbiote humain. Donc ça aussi, je pense que c'est un angle qui est assez intéressant, même par rapport à la vision qu'on peut donner au grand public. C'est un angle, pour moi, c'est un vrai basculement en fait, du regard aux microbes. L'arrivée sur le devant de la scène de ce microbiote intestinal, le lien avec la santé, où on a une vision qui peut être un peu différente et qu'on peut discuter. Mais regardez quantitativement, notamment par rapport à la partie haute du tube digestif, c'est des quantités importantes de bactéries qui arrivent en interaction avec un microbiote qui n'est pas encore hyper dense. Il est particulièrement dense ensuite au niveau colique, par exemple. Et pour le coup, ce qu'on sait, et qu'on creuse et qu'on essaie de travailler, bah, on sait qu'il y a des interactions profondes avec le système immunitaire. On sait que des microbiotes ou des micro-organismes enchâssés dans une matrice fromagère, eh bien, ils vont avoir un taux de survie plus élevé. Ça va aussi les aider parfois à coloniser, de toute façon relativement temporairement, mais à coloniser, à pouvoir impacter. C'est des interactions avec le microbiote intestinal qui sont de mieux en mieux connues. Ce microbiote va contribuer aussi aux activités métaboliques du tube digestif. On a dit la production de vitamines, mais c'est un exemple parmi d'autres. Et qu'on peut se poser des questions assez fondamentales par rapport à la fois notre coévolution avec ce microbiote et des fonctions hyper fondamentales qu'on a pu aussi discuter ce matin, à la contribution à l'éducation du système immunitaire ou encore à la maturation du tube digestif et d'autres organes qui sont assez fondamentaux. Alors, on revient sur les mêmes présentations, les mêmes slides, alors, voilà, avec un angle aussi, pour le coup, qui est assez stratégique, parce que hygiène, je pense que c'est la base aussi de la fromagerie, et c'est vraiment assez stratégique, voilà, c'est l'hygiène et l'hygiène. La question, c'est que quand on commence à arriver vers un curseur où, pour le coup, on désinfecte tout le temps, partout, et que c'est pratiquement un peu la seule réponse de cette maîtrise-là du système, c'est là où je pense qu'on peut se poser des questions. Et là où le curseur, il faut qu'on le mette. Il n'est pas facile à poser, mais je pense qu'il faut essayer de chercher un peu cet angle d'attaque. Donc ça a été bien dit, je vais aller relativement vite, mais globalement, voilà, les maladies infectieuses ont tendance à baisser fortement, et c'est des progrès de la médecine, c'est des progrès de l'hygiène, c'est des progrès de notre arsenal thérapeutique qui ont contribué à ça, très fortement, très marqués, et qu'en parallèle, voilà, on a plutôt d'autres types de pathologies, les pathologies auto-immunes, ou les réponses notamment un peu atypiques de l'hôte, on pense souvent à l'allergie ou la dermatite qu'on a beaucoup citées, qui ont tendance à augmenter. C'est un fait, c'est une réalité, et après, voilà, comment on l'explique clairement, l'hygiène est stratégique, mais voilà, trop d'hygiène ou une hygiène partout, tout le temps, peut-être pas encore assez raisonnée, on peut encore peut-être travailler sur ces questions-là. C'est assurément moins d'exposition aux facteurs environnementaux et en particulier aux micro-organismes qui nous environnent. Et moi, en fait, cette slide-là, pour le coup, a vraiment un peu voilà, été assez stratégique dans ma vie professionnelle avant de rentrer pour le Colindra où je travaillais sur les fromages, mais pendant très longtemps, je travaillais sur le microbiote intestinal en santé humaine. Donc j'avais à peu près la même présentation, mais j'intégrais pas forcément le fromage. Mais déjà, ces questionnements-là en santé humaine étaient vraiment très très importants. On rentrait par le microbiote humain, parce que voilà, les connaissances ont progressé. Et bah, voilà, quand je suis rentré pour le coup en France il y a 5 ans, et ben, on a intégré un peu cette tradition-là, en se posant la question, je pense assez stratégique, de se dire, bah, voilà, quelle est la contribution aussi d'éléments microbiens et riches en microbiote dans ce système-là, qui est un système complexe, qui va nous, je pense, nécessiter beaucoup d'investigation et du temps, mais avec une vision relativement claire de ce qu'on peut faire et ce qu'on veut construire. 2 mots sur le microbiote, vous avez entendu parler ce matin, pour vraiment continuer voilà, un peu à creuser ce point-là. Voilà. Le microbiote, c'est plutôt des microbiomes et un microbiome, avec des communautés qui sont voilà, denses forcément au niveau du tube digestif et en particulier colique, mais on a cité le microbiote du derme, mais il y a d'autres microbiotes stratégiques, je pense le microbiote vaginal par exemple, qui est aussi stratégique pour avoir une maîtrise d'un certain nombre de pathologies. C'est des recherches voilà, qui ont vraiment émergé très fortement dans les années 2000. Donc voilà, c'est plutôt une quinzaine d'années de recherche très intensive, ou 20 ans, même si ça avait été initié bien avant. On l'a dit aussi en début de session, voilà, regardez votre voisin, il héberge voilà, autant, voire même plus de micro-organismes que de cellules humaines.
Donc on est vraiment un individu. Alors certains avaient parlé de super-organisme. Maintenant en science, on a un petit mot qui commence à arriver, c'est le terme holobionte. Voilà, un holobionte, c'est une association finalement avec un hôte et un écosystème. C'est vrai pour un homme, c'est vrai pour un bovin, c'est vrai aussi peut-être pour une plante. Voilà, mais c'est un terme qui commence à arriver sur le devant de la scène, qui est très discuté, questionné, qui va être travaillé. Et ça, c'est ces recherches-là ou cette approche-là qui commence à nous amener à ces réflexions. Alors, voilà, pourquoi ce microbiote il est revenu sur le devant de la scène? Alors, il y a à la fois des approches technologiques qui nous ont permis de mieux le connaître, de mieux le caractériser, de caractériser sa fonction. C'est aussi et beaucoup parce qu'on arrive à trouver à la fois des perturbations, des dysbioses au niveau du système digestif. Alors, on peut en citer beaucoup, mais l'idée, elle n'est pas là. Elle est de se dire, voilà, cause-conséquence, c'est encore même un grand débat, mais globalement, ça met ce microbiote sur le devant de la scène et ça nous prouve que sur le plan de la santé, il y a vraiment intérêt à le creuser, à le caractériser et à aller un peu plus loin. On sait comment aussi on peut influencer notre microbiote avec un certain nombre de facteurs, alors des facteurs pour le coup qui sont liés à l'hôte et plus difficilement à la fois modulables, d'autres facteurs pour le coup qui sont environnementaux, et là pour le coup on a plus de moyens de lever d'action, et en particulier la nutrition et le régime alimentaire. Donc voilà, comment modifier le microbiote. Bon, l'autre c'est un petit peu difficile à bouger, mais si on considère l'environnement, on va rentrer par notre aliment favori qui est le fromage. Et ben voilà, c'est un point d'entrée, c'est un point de modulation. Et quand on parle de ces questions-là, pour le coup, on a quelques données déjà qui ont été générées par des laboratoires, notamment dans les années 2000, où on avait fait ce qu'on appelle des études d'intervention. On va prendre des volontaires, on va leur faire manger du fromage, on va avoir un groupe témoin, un groupe placebo, et on va voir quel va être l'impact notamment sur le microbiote. Et on a vu notamment que ce microbiote alimentaire, il pouvait transiter, il pouvait s'installer, il pouvait être vivant et être actif au niveau du tube digestif. Il n'y avait pas d'implantation, donc ça aussi c'est un point, je pense, important. C'est un point important. Donc voilà, c'est des choses qui vont transiter à un temps réduit, qui vont avoir une action à un temps limité. Parce que imaginez bien que si à chaque fois que vous mangez un aliment microbien, il allait rester dans le tube digestif, après quelques années, ça ferait quand même une certaine cacophonie. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, c'est juste un transit, pour le coup, et une action qui va être limitée dans le temps. Une modulation possible du microbiote, donc ça nous donnait quand même l'espoir qu'on pouvait, derrière ça, avoir un impact concret. La limite de tout ça, c'est que voilà, ça a été dans les années 2000 et que ça s'est un peu arrêté dans le temps, et que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on reprenne, notamment en travaillant chez l'homme, ces études interventionnelles, pour le coup, en termes de structuration. Je vais rapidement un peu plus loin, alors je vais aller très très vite parce que pour le coup ça va être vraiment abordé par les sujets et par les orateurs futurs. La question des approches épidémiologiques, pour le coup on raisonne un peu différemment. Voilà, on a une cohorte relativement large, on essaie de voir des corrélations sur un certain nombre de paramètres, et ça a été très bien démontré donc, dans le cadre de l'étude Pasteur, donc un grand projet européen. On avait des corrélations positives, notamment vis-à-vis du lait cru, avec la protection des enfants, asthme, allergie, infection respiratoire. Le projet a avancé encore un petit peu plus au niveau des fromages, avec des impacts aussi sur la dermatite atopique et les allergies alimentaires, donc chose assez fondamentale aussi. Manger du fromage dans les premiers temps de sa vie peut avoir un effet protecteur quelques années plus tard, et ça fera, je pense, bien détaillé plus tard. La limite à tout ça, c'est qu'on manque encore peut-être un peu de données sur les fromages et les crus en tant que tels. Ouais, on a sans doute besoin encore de travailler ou d'aller utiliser ces cohortes pour aller un peu plus loin. Un tout petit point rapide, j'ai parlé beaucoup de microbiote et de micro-organismes. Voilà, juste pour se concentrer aussi sur la matrice qui est intéressante, et pour vous donner juste un exemple sur notamment la fraction lipidique, qu'on considère souvent comme négatif. Voilà, c'est du gras. Du gras dans du fromage, c'est un peu plus que du gras, et c'est un impact différent aussi au niveau de l'activité métabolique. Alors je citerai juste un seul papier de collègues irlandais qui ont fait une belle étude clinique en apportant une même quantité par exemple de matière grasse dans un fromage ou non, et avec un impact direct sur le métabolisme du cholestérol. Pour le coup, avec les volontaires qui consommaient pour le coup ces fromages en quantité non négligeable de cheddar, finalement un taux de cholestérol qui était plus bas que les autres groupes. Donc ce qui montre bien que même la stratégie aliment matrice, et effet matrice, c'est quelque chose d'assez stratégique et qu'il va falloir étudier. Si je vais encore un peu plus loin, je voulais dire, on a même bien reparlé ce matin, la question de la préservation aussi des nutriments. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'il va falloir un peu investiguer, et à l'avantage de lait cru, et que plus globalement, quand on parle d'approches, notamment interventionnelles, il va falloir qu'on se coordonne, qu'on s'organise, parce que finalement, d'une étude, on va pouvoir peut-être aller tirer beaucoup plus de choses, parce qu'on aura des marqueurs différents, des cibles différentes. La cible microbiote peut être associée avec des cibles à la fois de... Pardon. Non, ça va trop vite. Des cibles, pour le coup, au niveau du métabolisme ou du système immunitaire. Voilà, l'important, c'est vraiment de se coordonner, de travailler vraiment ensemble sur ces questions-là. C'est la dernière slide, juste pour vous dire, voilà, je vous ai présenté quelques éléments très rapidement, et ça sera sans doute beaucoup plus détaillé dans les présentations qui vont venir, d'approche épidémiologique, où on va regarder ces cohortes-là et pour essayer d'avoir des corrélations.
d'approche internationale chez l'homme. Je pense qu'il y a aussi une autre voie qui est intéressante à considérer, bah, c'est l'utilisation de modèles, voilà, qui est assez classique aussi en recherche de modèles, notamment de modèles animaux. Et là, on peut faire beaucoup de choses avec ces modèles. On a parlé aussi ce matin des modèles autobiotiques, mais voilà, on travaille sur les flux, on peut couper les flux, on peut travailler de façon parfaitement maîtrisée sur ces questions-là. Voilà, on a les outils, on a les approches pour aller sans doute beaucoup plus loin. Vous l'avez vu aussi ce matin, on a des cibles hein, déjà qui sont clairement bien identifiées. On peut aussi avoir des modèles animaux qui permettent d'aller un peu plus loin. C'est important parce que de la corrélation, je pense qu'on peut aussi avoir des éléments de démonstration par plusieurs études qui seront assez stratégiques voilà, de démontrer. C'est au-delà de montrer, démontrer et encore plus et par différents laboratoires. Je pense que c'est assez stratégique. Comme sans doute plein de pistes aussi de recherche avec déjà des thèmes qui commencent un peu à émerger. Bon, autour de l'hypertension artérielle, l'inflammation intestinale, le métabolisme oxydatif, on a quelques billes pour se dire qu'il y a aussi des choses intéressantes à creuser. Et je voudrais juste vous remercier pour votre attention.